Jean-Michel Beignet, vous êtes philosophe, professeur à la Sorbonne, à Paris 4. On vous connaît surtout comme l'un des rares philosophes français qui s'intéresse à la science contemporaine. Pas seulement à la philosophie de la science, mais vraiment à ce que la science est en train de construire. Et vous ne cessez de cultiver le dialogue autant que possible, et vous nous expliquerez si c'est si facile que cela de dialoguer avec la science depuis une bonne quinzaine d'années. Et ce sont notamment les recherches des neurosciences, des sciences cognitives, des technologies de la communication qui vous mobilisent, c'est-à-dire, au fond, celles qui sont en train de bouleverser l'humain, sa définition et peut-être même son avenir. C'est donc de l'humanisme et du post-humanisme, de ce qu'on appelle le post-humanisme, que nous allons parler avec vous. Mais en essayant de restituer aussi le fil de la pensée, de votre pensée, ce qui vous a amené à vous intéresser à ce post-humanisme. Et si on cherche un premier point d'attache de ce fil, on le trouve chez Georges Bataille. Ce qui peut paraître étonnant, en tout cas, c'est un ancrage de votre travail qui n'est pas souvent souligné, ni pas souvent connu. Donc, est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous expliquer, on va accrocher le fil là où il doit être accroché dès le début, de quelle manière son œuvre vous a-t-elle marqué et comment Bataille détermine-t-il encore aujourd'hui votre appétit pour ces questions vertigineuses que posent les technosciences? J'ai rencontré Bataille d'une manière un petit peu étrange, enfin académiquement étrange. Je l'ai rencontré alors que je travaillais sur Hegel, hein. Et Hegel, à l'époque, était présenté à l'université comme le penseur du système, ce qu'il est, donc penseur du système du savoir absolu, donc le métaphysicien qui porte la métaphysique à son comble et qui entreprend par conséquent cette démonstration bouleversante, à savoir que tout ce qui est rationnel est réel, tout ce qui est réel est rationnel. Donc, bon, le penseur du système, hein, de manière grandiose. Alors là, ça se situait dans les années 60-70, hein, et c'était l'époque du structuralisme, hein, où on était aussi entiché de système, où on n'avait qu'une obsession, eh bien, c'était de décrire toutes choses comme des processus sans sujet, hein, des appareils qui fonctionnaient tous. Ça se déroulait sur fond d'une disqualification de ce qu'on appelait les philosophies de la conscience, les critiques du sujet, etc. Bon, et donc, moi, j'étais dans la posture d'un jeune étudiant en philosophie qui essayait de tester le bien fondé de ces ambitions systématiques qui nous avaient portés jusqu'au structuralisme. Et c'est là que j'ai rencontré Bataille, hein, mais vraiment de manière presque anecdotique. Bon, c'était non seulement à l'occasion d'un colloque à Cerisy-la-Salle, hein, mais c'est aussi à l'occasion d'une espèce de boutade que j'avais trouvée chez lui. Il disait en gros ceci, la plus grande preuve que Hegel a eu tort, c'est qu'il est mort. Bon, c'était quand même plutôt lapidaire comme appréciation, mais je suis allé voir d'un peu plus près, j'ai lu L'expérience intérieure à ce moment-là, et j'ai découvert que ce livre, qui était déjà mythique, hein, on s'y intéressait beaucoup dans la mouvance de 68, Solers, l'équipe telle qu'elle, avait vraiment déroulé le tapis rouge à Bataille, on l'objectait à l'université, etc. Et donc je suis allé lire cet ouvrage, L'expérience intérieure, et bon, j'ai découvert que l'essentiel de l'ouvrage, c'était un débat avec Hegel en tant que penseur du système, hein, et le pathos de Bataille dans cet ouvrage, c'était de dire, voilà, pour moi, Hegel, c'est l'évidence, hein, et en même temps, je ne peux pas me satisfaire de l'évidence, hein. Donc, il a raison, hein, tout a été dit, hein, mais quand tout a été dit, rien n'a été dit. Hein, donc cette espèce de mouvement de bascule, hein, si je vais jusqu'au bout des mots, hein,
eh bien, je ne vais pas atteindre le silence parce que le silence est lui-même un mot. Enfin, bref, il y avait donc chez Bataille une espèce de, de, de pas de crispation, mais en tout cas de débat continuel avec l'idée de système. Hein. On est dans les systèmes, on ne peut pas faire autrement que d'être dans les systèmes, et en même temps, on est irréductible, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas se laisser complètement piéger par eux. Donc c'est cette espèce de philosophie paradoxale, c'est ce déchirement, hein, permanent qui caractérisait Bataille, et qui m'a paru très très tôt comme le moyen finalement de ne pas céder aux différents réductionnismes qui se développaient à cette époque-là, hein, avec le structuralisme, qui aussi devait empêcher de céder à une espèce de bonne conscience. Hein. Donc voilà, rentrer à l'université, faire de la philosophie à l'université avec Bataille, c'était pratiquement la promesse, hein, de refuser toujours de se laisser piéger. Hein. C'est la promesse d'un inconfort aussi. C'est la promesse assurément d'un inconfort, d'être toujours dans la mise en perspective et d'être jamais tranquille. Hein. Et bon, c'est un instrument antidogmatique. Hein, et finalement, je suis assez content, après coup, d'avoir pris le risque d'enfourcher la bicyclette de Bataille, hein, dans un contexte où, en général, on disait à la limite, c'est un écrivain, peut-être. Oui, c'est-à-dire qu'il intéressait les littéraires plus que les Absolument, philosophes, les poètes. Absolument, absolument. Tous ceux qui avaient affaire avec les mots et les systèmes, hein, et tous ceux parmi les écrivains qui objectaient à l'époque l'écriture au discours. Alors ça, c'était la version un petit peu philosophique de la chose. Si vous prenez Derrida disait Hegel, c'est le dernier penseur du discours, hein, sachant qu'un discours, c'est un enchaînement qui s'achève, il y a un point final au discours. Hegel est le dernier penseur du discours et le premier penseur de l'écriture. Hein. C'est-à-dire qu'ayant porté le discours à son comble, eh bien, il ne peut que désormais le livrer au gaspillage. Et l'écriture, c'est le gaspillage du discours. Hein. Et Bataille, c'était exactement il était exactement dans cette position d'inconfort. Et dans son déchirement avec le système, c'est aussi un déchirement avec la limite, c'est-à-dire on ne peut éviter les limites et en même temps, on ne peut pas non plus s'y tenir. On ne peut pas s'y tenir aux limites et en même temps, effectivement, on est toujours dans des limites. Hein. Donc c'est une pensée de la transgression. Hein. Donc au fond, c'est l'idée que toute pensée est nécessairement transgressive. Hein. Et donc, ce que j'ai trouvé formidable lorsque j'ai rencontré Bataille, alors que j'avais donc 20 ans, dans les années 70, au début des années 70, c'est de voir aussi le potentiel de subversion qu'il y avait dans cette position-là. Hein. Dire que les systèmes sont incontournables, ils s'imposent, ils se développent, mais ce qu'il faut faire, c'est essayer de jouer de ce qui demeure irréconcilié dans les systèmes. Hein. Très concrètement, ça voulait dire, bon, Hegel a peut-être prétendu avoir réalisé un système qui déduit intégralement la réalité. Ben non, il y a des choses qui échappent. Hein, et ces choses, ça peut être des situations, ça peut être des sentiments, ça peut être des émotions, ça peut être des choses comme ça. Et donc, de manière un petit peu codée, eh bien, Bataille, c'est le philosophe, entre guillemets, qui dit à Hegel, tu prétends avoir tout déduit, non, tu n'as pas parlé des larmes, tu n'as pas parlé de la révolution, tu n'as pas parlé de l'érotisme, tu n'as pas parlé, voilà, d'un certain nombre de choses que maintenant on peut rejouer contre toi et on peut subvertir ton système, hein, en prenant cette porte-là, hein, la violence, les larmes, le sexe, la révolution, enfin toutes ces expériences limites, hein, alors même que le système prétendait avoir mis un terme aux expériences, hein, puisque c'est l'expérience qui fait fonctionner l'histoire, mais une fois que l'histoire est achevée, hein, l'histoire
se transforme en un espace de répétition des mêmes choses. Donc il n'y a plus d'espace pour l'expérience. C'est bien jouer des expériences limites, hein, qui reposent sur le déchet des systèmes. C'était ça l'opération bataille, comme on disait à l'époque. Et c'est ça qui a accompagné mes années de formation en philosophie. Ça ne m'a pas empêché de travailler la lettre de Hegel, la lettre de Kant, la lettre de Fichte. J'ai été, pour une bonne part, quelqu'un qui était un historien de la philosophie, à peu près normal, mais à chaque Normal, fois, c'est-à-dire dans la sagesse. dans la sagesse, en tout cas dans la norme, dans le système, hein, mais toujours attentif à essayer de trouver le petit nerf, le petit point névralgique, la tâche aveugle, comme disait Hegel. C'est vrai que c'est ça qui vous caractérise beaucoup, cette position, euh, depuis la position dite normale, on pourrait parler de ça, mais aller chercher la limite, là, effectivement. Et quand vous dites, parce que vous le dites plusieurs fois, que néanmoins vous n'êtes pas un disciple de Bataille, vous voulez dire quoi? Bah parce que ce serait parfaitement contradictoire. Enfin, être le disciple du penseur qui a prétendu déjouer tous les dogmatismes. Ce serait, Un peu prétentieux. ce serait prétentieux puis contradictoire, hein. On ne peut pas suivre un penseur qui déjoue continuellement, précisément, la filiation, hein. Il est toujours ailleurs, hein, et suivre quelqu'un dogmatiquement qui serait toujours ailleurs, ça n'a pas de sens, hein. Oui, c'est le trahir. C'est un petit peu, toute proportion gardée, l'attitude de Nietzsche avec son Zarathustra, hein. Zarathustra, il draine autour de lui des auditeurs, hein, à qui il enseigne des choses, mais l'un des messages, c'est peut-être une injonction paradoxale, mais l'un des messages, c'est de dire, fuyez-moi, vous qui m'écoutez, hein, donc non, je ne suis pas du tout un disciple de Bataille. Il y a plein de choses qui m'horripilent chez lui. Il y a un maniérisme d'écriture parfois qui m'est insupportable. Il y a des contorsions chez lui que je ne peux pas suivre, hein. Et puis, encore une fois, ma fréquentation de l'histoire de la philosophie Bontin m'a empêché d'être dans le pathos bataillien. Néanmoins, de quelle manière cet ancrage, ce premier émerveillement d'une certaine façon pour Bataille a pu animer l'inflexion de votre travail vers la science? Alors ça, c'est assez paradoxal aussi, mais si on prend les choses biographiquement, Bataille, c'est quelqu'un qui a très très tôt pris au sérieux les sciences humaines et les sciences sociales, hein. On peut se souvenir qu'il est fondateur de la revue Critique, par exemple, hein, qui a été une revue extraordinaire, 1946, je crois, le premier numéro. C'est une revue qui va gloser, commenter les premiers textes de la cybernétique, hein. Georges Ambrosino consacre un certain nombre d'articles à la question de savoir si les machines peuvent être intelligentes, enfin, etc. C'est dans cette revue-là que les grands débats qui ouvriront le structuralisme 10 ou 15 ans plus tard sont instruits, hein. Débat autour de Lévi-Strauss, débat autour de Marcel Mauss, etc. Donc, au fond, la posture anti-académique de Bataille s'est traduite par son goût pour l'interdisciplinarité, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'interdisciplinarité, hein. C'était aussi une manière de subversion,
hein, pour lui, hein, contre le monolithisme des disciplines, contre le dogmatisme des discours clos, contre l'espèce d'engouement qu'on avait à suivre des maîtres à penser. Bah, Bataille, non. Il est dans la mise en perspective permanente, hein, essayer de prendre toujours les choses latéralement, essayer précisément de n'être jamais là où on attendrait qu'on soit. Hein, et ça l'a conduit à mobiliser comme ça des savoirs en gestation, hein, des savoirs qui n'étaient pas encore académisés, et essayer de leur donner leur meilleur relief. Bon, c'est pour ça que je pense que j'ai été sensible à ça sans en avoir fait une matière à doctrine, sans l'avoir rationalisé. Euh, c'est vrai qu'en lisant La part maudite et en découvrant tous les savoirs qu'il mobilisait, ethnologie, éthologie, économie, histoire, enfin, etc., je me suis trouvé presque naturellement à me dire que quand on a affaire à un problème, euh, qualifié éventuellement de philosophique, il faut faire flèche de tout bois. Hein, et faire flèche de tout bois, c'est ne pas hiérarchiser dans les discours qui peuvent apporter leur concours à l'éclairage de ce problème. Et donc, voilà, j'ai eu une espèce de gourmandise, hein, de savoir, essayer d'épuiser le savoir tout en sachant qu'on n'y parviendra jamais, mais être toujours dans cette dimension-là. Au fond, le concept d'expérience limite, je l'ai appliqué à la connaissance elle-même, hein, et je continue d'être dans cette disposition d'esprit, et je m'y trouve plutôt bien comme ça. Et alors, il y a donc ce secteur des sciences cognitives qui vous êtes d'abord, par lequel vous êtes entré dans les sciences, si je ne me trompe. Et là, on est vraiment tout à fait dans l'interdisciplinarité dont vous venez de parler, puisque les sciences cognitives me mobilisent assez naturellement. Il s'agit je ne saurais pas, comment les définiriez-vous déjà, vous Bah, euh, les sciences cognitives, c'est une nébuleuse de disciplines qui a une préoccupation essentielle, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que l'intelligence. À quoi reconnaît-on l'intelligence? L'intelligence est-elle le propre de l'homme? Y a-t-il une intelligence chez les machines, chez les animaux, chez les insectes, etc. Et à partir de là, peut-on simuler l'intelligence? Peut-on espérer développer de l'intelligence? Voilà, c'est ça la préoccupation. Alors évidemment, il y a des philosophes, des biologistes, des mathématiciens, des linguistes, des roboticiens, enfin bon, bref, vous avez des gens appartenant à des horizons complètement divers qui ont euh, naturellement affaire à la question de l'intelligence, hein, et qui essaient d'apporter, du point de vue de leur approche spécifique, une réponse à cette question de l'intelligence. de l'intelligence humaine. Pas seulement de l'intelligence humaine, pas seulement de l'intelligence humaine. Euh, L'intelligence finit par être minimalement définie par les sciences cognitives comme l'aptitude d'un dispositif à recevoir des informations et en émettre, et à être capable de s'adapter à un certain environnement. Et de ce point de vue-là, l'amibe est intelligente, la mouche est intelligente, de la même manière que votre aspirateur, si c'est un robot, est intelligent. Ou Voilà. Deep Blue, ce fameux robot qui a battu Kasparov. Kasparov aux échecs, était-il intelligent? Bah, il est, il est réputé intelligent pour autant qu'il a accompli une entreprise qui serait dite intelligente si elle avait été effectuée par un individu, par un humain. Au fond, euh, là aussi, je décris un petit peu la situation, hein, en ne dissimulant pas que je suis aussi perplexe par rapport à ce réductionnisme. Mais c'est vrai que les sciences cognitives ont globalement imposé un concept d'intelligence largement dévalué, ou en tout cas Fondé sur une opération de calcul, en opération quelque de sorte. calcul. Hein. On a privilégié une conception de l'intelligence qui conduit aujourd'hui à ce qu'on parle d'objets intelligents, de voitures intelligentes, de montres intelligentes, De téléphone intelligent. téléphone intelligent, de tissu intelligent, etc. Hein. Bon, ça, c'est un trait d'époque. C'est
la traduction même de la prise de pouvoir de disciplines scientifiques qui systématisent leur champ, hein, et qui, pour le faire, eh bien, simplifient, bon, abusivement, un certain concept d'intelligence. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est très très difficile d'aller à l'encontre de l'idée que un animal est intelligent, hein, pour peu qu'il sache réagir à des sollicitations de l'environnement et ajuster son comportement à cet environnement. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a aussi ce gauchissement de la notion d'intelligence dans la manière dont on discute et où on prévoit les programmes éducatifs, l'éducation, les évaluations Ça me paraît évident, hein. Il y a eu une prise de pouvoir de ce qu'on a appelé les sciences du comportement, hein, le behaviorisme, hein, qui bon, a fonctionné de manière extrêmement simpliste. Les sciences du comportement, qui se sont développées surtout aux États-Unis, hein, ont d'abord reposé sur la disqualification de la notion d'introspection. Hein. Jusqu'à présent, on essayait de comprendre le fonctionnement humain en s'attachant à essayer de décrypter la vie intérieure, hein, ou des choses de cet ordre. Hein. La psychologie a la d'abord, conscience. ah oui, l'inconscience, etc. Et bon, les behavioristes, hein, sont arrivés sur la scène intellectuelle en disant, mais non, on ne peut pas être à la fois sujet et objet de connaissance. Donc l'introspection, c'est une tâche absolument vaine. La science ne s'intéresse qu'à ce qui est observable et à ce qui est expérimentable. Donc, ne retenons de l'humain et du comportement du comportement de l'humain précisément que la dimension observable et expérimentable. Et dès lors, on ne définira plus l'être humain que comme une machine à recevoir des stimuli et à produire des réponses. Donc c'est quand même globalement cette psychologie-là qui a prévalu, bon, qui a fonctionné de manière fantastique dans le monde des masses médias, hein, puisque la publicité, enfin, le travail, le monde du travail, on finit par reposer sur ce schéma stimulus-réponse. Et puis aujourd'hui, on est les héritiers de cette dimension-là. Hein. Et donc, en expulsant l'intériorité, on a conservé de l'intelligence qu'une conception purement fonctionnaliste. Hein. Et cette conception fonctionnaliste, elle est transférable au monde des machines, au monde des animaux, au monde des sociétés. Et on parle d'intelligence collective aujourd'hui pour désigner le cyberespace. Hein. Ça paraît pratiquement logique. Que peut la philosophie face justement à ces mouvements-là? Est-ce qu'elle est forcément dans une position critique, vite targuée, vite taxée d'être conservatrice ou réactionnaire ou moraliste, ou enfin, en général, ce sont des termes qui ne sont pas tout à fait très laudatifs, ou est-elle condamnée à balayer le laboratoire après que les scientifiques ont fait leur œuvre? Euh, Elle pourrait se condamner à ça. Moi, c'est pas comme ça que je la vois. Moi, je vois la philosophie comme, bon, oui, ce poil à gratter, peut-être qu'elle a été depuis toujours, depuis au moins Socrate, mais je vois la philosophie comme cette entreprise pour accompagner les scientifiques dans leur démarche, hein, et d'essayer de les obliger à penser jusqu'au bout ce qu'ils disent. Hein. Au fond, c'est ça. Hein. Et c'est une définition qu'on donnait parfois de la philosophie critique kantienne, hein, penser jusqu'au bout ce qu'on dit. Bon, alors ça veut dire, je sais pas, moi, par exemple, suivre le neurobiologiste, hein, qui euh, bon, prétend que la conscience et le cerveau, c'est la même chose. Hein. Donc, si la conscience et le cerveau, c'est la même chose, par exemple, l'entreprise qui aujourd'hui vise à réaliser un cerveau artificiel, en le modélisant, en le simulant, en le transformant en un logiciel qu'on pourra mettre sur des dispositifs inaltérables, qu'on pourra mettre sur des ordinateurs dans le cyberespace ou sur d'autres corps. Bah, donc le neurobiologiste qui est amené
à considérer qu'on pourra préserver la conscience sous prétexte qu'on pérennisera un cerveau, qu'est-ce qu'il dit là au juste? Est-ce qu'il pense vraiment ce qu'il dit? Est-ce qu'il peut euh, nous assurer que vraiment notre immortalité tiendra à cette faculté qu'on aurait de préserver le contenu d'un cerveau? Est-ce qu'un cerveau, c'est pas forcément au moins en interaction avec un environnement en permanence? Est-ce qu'un cerveau est pas... Bon, Est-ce qu'un humain n'est pas aussi un corps? est-ce qu'un humain n'est pas aussi un corps, effectivement? Est-ce qu'on peut dissocier le cerveau du corps? Donc on retrouve les vieilles questions métaphysiques, et c'est en quoi aussi les sciences m'ont toujours intéressé, hein. Elles réveillent des questions métaphysiques qui étaient restées inabouties chez les philosophes. Donc elles sont une invitation continuelle à la philosophie. Mais accompagner les scientifiques dans leur démarche pour les obliger à aller jusqu'au bout de ce qu'ils avancent, c'est une démarche intéressante, hein. Et je vois bien, moi, travaillant avec des neurobiologistes, eh bien, il y a les deux catégories de neurobiologistes. Il y a ceux qui veulent avoir une conception purement instrumentaliste de leur savoir, de leur concept, etc., et qui se ferment à la réflexion épistémologique ou métaphysique. Et puis il y a ceux qui se laissent effectivement titiller et qui sont sensibles à la mise en perspective, à la dimension d'histoire qu'on peut donner à leurs problématiques, qui découvrent tout à coup éventuellement que ce qu'ils sont en train de labourer dans leur champ l'a été autrefois dans d'autres problématiques. Par exemple, Oh, bah, ça pourrait être la question du rapport l'âme et du corps, hein. Quand on enseigne à un neurobiologiste, Lionel Nakache ou d'autres, enfin, qui sont vraiment des esprits extrêmement vifs, la manière dont la maîtrise a pu penser résoudre le problème du dualisme des substances âme-corps chez Descartes en élaborant une certaine théorie qui permette d'expliquer que la pensée serait le résultat de la complexification de l'étendue, etc. Bon, si on leur donne cette espèce de toile de fond, ou si on évoque cet espace de discussion qui, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, a pu agiter les esprits, et tout à coup, il s'aperçoit que dans son environnement scientifique, à l'occasion de l'imagerie cérébrale, des informations données par l'imagerie cérébrale, il se retrouve dans cette même problématique. Il y a un gain considérable, enfin un gain en intelligence du travail qui est considérable. mais est-ce que, inversement, il y a certaines des découvertes des neurobiologistes qui vous ont ébranlé en tant que philosophe, c'était jusqu'à remettre en cause l'idée même que vous aviez philosophiquement Oui. de la conscience, de l'éthique, de la morale, enfin du sens moral par exemple, quelque chose comme ça. Comme Ah oui, il y a eu des événements presque traumatisants pour moi et pour bon nombre de philosophes attentifs aux sciences dans les découvertes des neurobiologistes. Par exemple, euh, la découverte que Benjamin Libet a faite, neurophysiologiste, a faite il y a une trentaine d'années concernant euh, les rapports entre le fonctionnement du cerveau et les prises de conscience, les décisions, hein. Lorsque on a pu mettre en évidence que le, le cerveau anticipait euh, les décisions conscientes que nous prenions, hein, au moment où je fais le geste pour prendre un verre, l'activation neuronale correspondant à ce geste-là a précédé, hein, la prise de conscience que j'avais de faire précisément ce geste-là. Bah, c'est quand même pas quelque chose de complètement anodin, de dire que le cerveau précède la prise de conscience, hein.
oui. Donc je Sur suis oui, agi oui. plus que je n'agis. La notion de liberté d'action, Ben, par c'est la exemple, ou question de du décision. libre Oui, oui. arbitre qui est complètement ruinée, hein. Et c'est vrai qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de soutenir l'existence du libre arbitre. Alors après, bon, on peut aller chercher Spinoza pour essayer de comprendre ça et dire, bah, Spinoza avait lui aussi anticipé le fait que le libre arbitre n'était qu'une illusion, hein, rétrospective que nous pouvions produire à l'égard de ce que nous faisons. Mais en réalité, nous sommes toujours le jouet de notre corps, hein, et l'idée qu'il y aurait une autonomie de la pensée par rapport au corps n'a pas de sens pour quelqu'un comme Spinoza. Mais ça, c'est parmi les bouleversements de l'esprit philosophique. Bon, cette question du libre arbitre a été extrêmement importante. Alors, il y a un domaine qu'on appelle aujourd'hui le post-humanisme, auquel vous avez justement consacré au moins un ouvrage qui s'appelle Demain, les post-humains. Vous avez vraiment essayé de faire ce travail presque d'archéologie aussi, des attendus, de savoir justement ce que les post-humanismes, forcer les post-humanistes à aller jusqu'au bout de ce qu'ils, à penser ce qu'ils disent ou à aller jusqu'au bout de ce qu'ils pensent. Est-ce que vous pourriez nous éclairer dans ce paysage intellectuel, scientifique qu'on appelle le post-humanisme? Euh, comment le définir, ce mouvement, si même il ne s'est pas autoproclamé mouvement, avec quels outils, avec quelle convergence surtout entre différentes sciences et différentes Mhm. hypothèses on peut qualifier Alors il y ce a post-humanisme? deux choses au moins. Il y a deux termes qui entrent souvent en concurrence quand on s'engage sur ce terrain-là, c'est les transhumanistes et les post-humanistes, hein. Bon, euh, on parle plus volontiers des mouvements transhumanistes, hein, tout en disant que les transhumanistes peuvent anticiper le post-humanisme. Alors les transhumanistes, ce sont globalement euh, tous ces, tous ces gens qui considèrent que les sciences et les techniques contemporaines sont susceptibles de réaliser toutes les aspirations des humains. Voilà. En gros, c'est ça. C'est dire, voilà, aujourd'hui, il faut miser sur les sciences et les technologies parce que c'est d'elles que surgiront euh, la satisfaction de tout ce que, en tant qu'humains, nous pouvons souhaiter. Comme souhaité, comme amélioration des conditions de vie, amélioration Bien de notre sûr, bah, la suppression de la espérance de vie. souffrance, suppression du vieillissement, bon, etc. Bon, même ça va très très loin, et c'est ça que je montrais dans Demain les post-humains, hein. En réalité, quand les transhumanistes américains, notamment, euh, ceux qui ont rédigé le fameux rapport NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique, sciences cognitives, hein, Et la ce rapport sur convergence la technologique. convergence technologique, hein, lorsque dans leur introduction, ils disent ça y est, on est à la veille d'une renaissance, hein, enfin, toutes les aspirations formulées au moins depuis le XVIIIe siècle par les humains vont être réalisées. On s'aperçoit que ce qui va être réalisé, c'est la suppression de la naissance au profit de la fabrication de l'humain, la suppression de la souffrance psychique, notamment grâce aux neurosciences, la suppression du vieillissement grâce à la nanomédecine, la suppression des maladies grâce également à la nanomédecine, et puis la suppression de la mort grâce au téléchargement du cerveau sur des matériaux inaltérables. Donc quand vous faites le compte, vous apercevez que ce qui va être réalisé, c'est la suppression de l'humanité, hein, puisque l'homme naît, l'homme souffre, l'homme vieillit, l'homme est malade et l'homme meurt, hein. Donc, on a de bonnes raisons de considérer que les transhumanistes visent l'avènement d'un post-humain, de quelque chose qui viendra après l'humain et qui se définira négativement par rapport à ce qu'est l'humain. Comme la postmodernité par rapport à la modernité. Mais exactement, exactement. Alors, bon, quand on voit dans le détail, bon, les post-humanistes sont
ils sont assez divers. Moi, quand j'ai découvert le post-humanisme, je l'ai découvert à l'occasion de la conférence qu'avait donnée Sloterdijk en 1999, à l'occasion d'un colloque sur la lettre sur l'humanisme de Heidegger. Bon, je ne vais pas reprendre là les détails, mais en gros, voilà, Sloterdijk a prononcé une conférence qu'il a publiée sous le titre Règles pour le parc humain, une conférence qui commentait l'impossibilité de l'humanisme qu'avait décrite Heidegger dans sa lettre sur l'humanisme. Dans sa lettre sur l'humanisme, il disait l'humanisme n'est plus possible, l'humanisme de la Renaissance européenne est révolu, il faut trouver autre chose. Hein. Et Sloterdijk, bon, dans sa conférence, il utilise par 2 fois le terme post-humanisme pour dire une chose très simple. Il dit, voilà, nous sommes dans une civilisation qui ne fait plus sa place au livre. Or, le livre, c'était l'élément de lien social entre ceux qu'on a appelés les humanistes. Les livres étaient des grosses lettres qu'on s'envoyait, etc. Et on a créé une dynamique entre les humains autour du livre, et c'était ça l'humanisme. Non, aujourd'hui, on est dans une société qui repose avant tout sur les sciences et les techniques, qui réalise des anthropotechniques, c'est-à-dire des techniques de transformation de l'humain, et la question de l'humanisme ne peut plus se poser de la façon dont elle s'est posée dans les siècles précédents. Et donc, il faut envisager un post-humanisme, c'est-à-dire un système de valeurs de substitution qui sera en phase avec un environnement qui n'est plus dominé par l'écrit, par le livre. Voilà, c'est ça la donnée. Et puis de proche en proche, Sloterdijk donne à penser que dans un avenir proche, il y aura parmi nous d'autres êtres que des humains. Il y aura des clones, il y aura des cyborgs, il y aura des robots androïdes, il y aura des mutants peut-être. Bon, comment on va faire pour vivre ensemble avec toute cette nouvelle faune, hein, comment on va faire? Et donc, il examine assez sérieusement cette question du post-humanisme en se demandant, par exemple, qui va gouverner dans un monde qui sera basé sur une diversité, des diversifications morphologiques notamment. Hein. Alors ça, c'est une première version du post-humanisme. Essayer de penser un système de valeurs qui fasse suite à l'humanisme tel qu'il est né dans la Grèce antique et qu'il a été réactivé à la Renaissance. Il y a un post-humanisme, un deuxième post-humanisme, beaucoup plus beaucoup plus hard que le premier, beaucoup plus hard parce que il est porté par notamment l'américain Ray Kurzweil, hein, qui, bon, bien connu pour être l'ingénieur en chef de Google actuellement, ex-conseiller spécial d'Obama pour les questions de technologie, et puis fondateur et président de l'Institut de la Singularité, financé par Google, par la NASA, par Nokia, etc. Et là, Ray Kurzweil, c'est beaucoup plus radical. Il dit, voilà, on est en train de réunir les conditions techniques, scientifiques, qui vont nous permettre vraisemblablement de faire advenir autre chose que de l'humain. Autre chose que de l'humain. Et cet avènement, il va se faire sur le mode de la mutation. Donc nous réunissons aujourd'hui des conditions qui équivalent à des variations dans l'évolution biologique, ces petites variations hein, qui se dupliquent, hein, qui rencontrent un environnement propice à leur développement et qui, à un moment donné, vont atteindre un certain seuil qui va produire une mutation et qui va faire advenir quelque chose de nouveau. Qui prendra la place de l'ancien. Et qui prendra la place de l'ancien, c'est-à-dire qui rendra l'ancien... C'est là où on est dans le grand remplacement. Obsolète. Là, c'est le grand remplacement, ça, pour le coup. Hein. Et ce que Ray Kurzweil appelle la singularité et qu'il projette pour 2045, très exactement,
c'est l'avènement d'une intelligence non biologique qui rendra l'intelligence biologique obsolète. Alors, on va pas mourir du jour au lendemain, hein, mais on va être secondarisé, on va être une queue d'espèces, hein, qui sera amenée progressivement à disparaître. Et ce que nous mettons en place aujourd'hui pourrait donner le pressentiment de la chose. Si par exemple on développe l'homme augmenté ou la femme augmentée, Ce hein, qu'on appelle l'homme augmenté et la femme augmentée, c'est quoi? alors l'homme augmenté ou la femme augmentée sont des êtres biologiques qui peuvent prétendre être dotés des instruments permettant d'accroître leurs facultés cognitives ou leurs compétences sensorimotrices, hein, les accroître et éventuellement de greffer sur eux, hein, des dispositifs qui vont innover complètement leur fonctionnement. Alors très concrètement, c'est accroître l'aptitude à la mémorisation, accroître l'aptitude à la concentration, faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de dormir, permettre qu'on voit la nuit, euh, faire en sorte qu'on court beaucoup plus vite, hein, ou qu'on grimpe des montagnes quasiment à la verticale, donc des exosquelettes, de la modaphiline, de la ritaline, enfin un certain nombre d'adjuvants qu'on maîtrise quand même actuellement, bon, qu'on peut octroyer à monsieur ou madame Michu, bon, voilà, qu'on va augmenter, qu'on va booster, hein. Bon, si on fait cela, bien évidemment, dans une société compétitive comme la nôtre, qui n'attend que l'augmentation des performances des uns et des autres, on va créer évidemment une humanité à deux vitesses, hein. D'ailleurs, l'humanité qui va être en phase avec les exigences du monde contemporain, puis l'humanité qui ne sera pas dotée de tous ces adjuvants permettant d'intensifier les comportements, bon, il est bien évident que la compétition aidant, l'humanité défavorisée va disparaître. Donc, en petit, hein, nous réaliserions ce que Kurzweil imagine comme possible à la suite d'une rupture, hein, celle de la promotion de l'intelligence non biologique à l'échelle de la planète. C'est une sorte de reproduction artificielle de ce dont on a parlé comme la survie du plus apte dans le modèle darwinien. Bien sûr, c'est le prolongement d'un néo-darwinisme, sauf que nous avons pris euh, en main les conditions de la sélection aujourd'hui, hein. La sélection, elle était aléatoire, elle était naturelle, hein, des cellules se dupliquaient, produisaient des organismes, les organismes rencontraient des conditions propices à leur évolution, ils survivaient, ceux qui ne les rencontraient pas disparaissaient, etc. Bon, nous, aujourd'hui, on fait à peu près la même chose, hein. On essaye de stabiliser l'environnement avec un monde technologisé qui repose sur de la programmation, sur de la concertation, etc., hein. On produit des êtres euh, susceptibles de prospérer dans cet environnement-là, hein, et il est évident que ceux qui ne seront pas dotés des éléments leur permettant de le faire vont disparaître. Hein. Par exemple, bon, j'ai la reproduction, par exemple, si on cesse de se reproduire de manière sexuée, hein, si on recourt au clonage pour assurer la procréation, hein, il est évident que on programmera les naissances, hein, beaucoup plus qu'on le fait aujourd'hui, hein, et on pourra conditionner les conditions de cette procréation, et par conséquent éviter à ceux qui ne mériteront pas de se reproduire, de le faire, hein. Et du coup, on réalisera de l'eugénisme à grande échelle. Oui, et là vous avez prononcé le mot qui tue, c'est bien qu'à le dire, parce que ce qui est intéressant, c'est de comprendre que effectivement, en déterminant les critères de la survie, on fait le contraire de ce que la nature
a pu faire, c'est-à-dire en y mettant aussi des choix moraux. Ce n'est pas le plus apte ou le moins apte qui triomphe. C'est le plus apte parce que c'est bien. C'est bien. L'homme s'est mis debout non pas parce que c'était bien, mais parce que c'était plus pratique. Et là, s'il s'agit de courir plus vite, c'est pas parce que c'est plus pratique, c'est parce que c'est bien. Mhm. Ben oui, là, à chaque fois qu'on pense en termes d'évolutionnisme, ben, on est obligé de, de faire à la manière de Nietzsche, c'est-à-dire de considérer que les valeurs, hein, ne sont jamais des absolus, les valeurs ne sont jamais que le revers de l'utilité. Hein, est bon ce qui est utile, est bon ce qui permet la préservation de l'espèce, hein, et rien de plus. Alors on a eu beau essayer de s'illusionner et d'imaginer qu'il y avait un bon, un juste, un vrai et un beau dans un ciel des idées. Non, en réalité, on est obligé d'être cynique, hein, et le cynisme prédomine incontestablement. Mais parmi ces décisions d'augmentation, il peut y avoir, je pense il y a des programmes qui travaillent dessus, sur les augmentations des capacités morales de l'humanité. Qu'est-ce que ça signifierait? Bah, ça signifierait d'abord et avant tout que ces capacités morales, bah, on puisse les définir, là, encore une fois, en termes d'adaptation. Euh, Prenez la question des robots, on parle de l'éthique des robots, hein, et les roboticiens se posent la question de savoir comment doter les robots d'une conscience morale. Hein. Qu'est-ce que c'est la morale pour un roboticien? Ou qu'est-ce que c'est la morale pour un militaire qui veut des robots adaptés? Bah, c'est, c'est une machine qui est capable de distinguer entre l'ami et l'ennemi, ou qui est capable de décrypter les signes de, 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 de l'alliance et celle de la menace. Donc, être moral, c'est faire la distinction entre le bon et le mauvais. Le bon pour moi et le mauvais pour moi. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est sur cette base-là qu'on pense l'éthique des robots. Bon, à une échelle évidemment plus complexe et plus nuancée, les pragmatistes, hein, dans les traditions philosophiques, ne disent pas autrement, ne disent pas autre chose. Hein. Le, le- le juste et l'injuste, hein, c'est la possibilité d'être en phase, juste, et la possibilité d'être en désaccord, injuste. Hein. Donc la morale, qu'est-ce que c'est dans cette conjoncture-là? C'est l'art de mettre en phase des systèmes différents. Nous sommes chacun, nous individus, des systèmes. Hein. Chacun d'entre nous est susceptible de perturber l'autre, hein, de créer des déphasages. Et la morale, c'est ce dispositif d'autorégulation qui permettrait que nous soyons mis en phase. Hein. C'est malheureusement pas autre chose. Compatible. Hein. La cybernétique a accrédité cette conception de la morale qui est tout sauf kantienne, hein, mais qui aboutit quand même à peu près à la même chose, à savoir réaliser l'équilibre, ou qu'on appelle l'homéostase, hein, si on veut, parce que l'équilibre il est mobile, mais c'est réaliser la cohérence entre les individus en permettant que les comportements soient toujours capables de rester synchrones. Alors quand on est dans votre position, comment est-ce qu'on arrive à continuer de s'intéresser à tous ces travaux qui sont en cours, pas, qu'on ne peut plus considérer comme juste des élucubrations d'apprentis sorciers dans un coin de Californie. Il y a véritablement des programmes qui sont en cours, qui en plus bénéficient de beaucoup d'argent. Est-ce qu'il est possible d'y trouver aussi un intérêt véritable, c'est-à-dire de ne pas être seulement dans une position purement catastrophiste ou qui attire sur les dangers de ces théories, mais qui puisse... Ben, je crois
on peut, à l'égard de ces questions-là, réveiller les mobiles philosophiques les plus passionnants. Enfin, en tout cas, moi, c'est ceux qui m'ont toujours passionné, hein. On parlait tout à l'heure de bataille, hein, voilà, je suis un être limité, mais qui ne peut pas se borner à ses limites, hein. Bon, on est en plein là-dedans. On est en plein là-dedans. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du défi. Moi, je vois à travers toutes ces élucubrations, tous ces fantasmes, toutes ces illusions, hein, je vois vraiment ce qu'il y a de plus humain à l'œuvre, hein, Dans l'excès. dans l'excès, dans l'excès, absolument, hein. Et quitte à essayer de rappeler continuellement à l'humanité ceux qui veulent nous machiniser, ou ceux qui veulent nous animaliser, parce que c'est la même chose. Je pourrais faire le même travail avec les écologistes, hein, qui nous animalisent, hein, qui nous rappellent continuellement que nous ne sommes que des animaux, hein, dotés de 4 ou 5 systèmes de pulsions, etc. Hein, bon, à chaque fois, au fond, le travail du philosophe est un travail qui revient à rappeler à l'humanité. Je prends un exemple, l'immortalité. L'immortalité qui est aujourd'hui un thème dominant dans les discours qui entourent le transhumanisme. Cette immortalité, c'est un beau défi, hein, Qui ne date pas d'aujourd'hui. qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, qui est vraiment bon, au plus profond de l'humanité, Gilgamesh, enfin, etc. Bon, mais cette immortalité, si j'entreprends d'expliquer aux gens, en observant éventuellement d'Hannah Arendt ou d'autres, que cette immortalité, c'est la tentation de nous animaliser, qu'au fond, il y a pas plus animal que la volonté d'immortalité. Ah bon? Ben oui, oui. Les, le règne animal est immortel, hein. Le règne animal, enfin immortel en tout cas, est sans limite. Les espèces animales sont immortelles. Les individus passent, mais l'espèce demeure. Donc il y a quelque chose de foncièrement immortel dans la chaîne des générations qui compose une espèce animale. Nous, nous sommes des individus qui sommes incapables de nous confondre complètement avec l'espèce. Et c'est la raison pour laquelle nous nous pensons comme mortels et que nous en souffrons. Les messages qui ont pu être faits en faveur de notre immortalité ont toujours été du type oui, bon, bien sûr, vous naissez et vous mourrez, mais l'espèce est immortelle, hein, et par conséquent, vous participez de cette immortalité-là. Hein. Bon, mais en général, on répugne à cela en disant d'accord, bon, Nous voilà je veux bien bien, avancés. hein, bah, nous voilà bien avancés. Hein, donc moi, c'est moi que je veux immortel et pas mon espèce. Les Grecs avaient pensé cela. Hein, les Grecs avaient pensé que, au fond, le privilège de l'humain, c'est qu'il est mortel, hein, contrairement aux animaux et contrairement aux dieux. Hein. Et lui, l'humain, il trace une ligne droite dans un monde qui fonctionne sur la base de l'éternel retour des choses, l'éternel retour des espèces, des saisons, la cyclicité, etc. L'humain, il trace en ligne droite, hein, et son privilège, c'est cela. Hein. Alors, il a essayé de compenser en voulant faire des œuvres, des grandes œuvres, des exploits, etc., essayer de s'immortaliser, bon, mais ça tourne court. Et ce qu'explique très bien, par exemple, Hannah Arendt, c'est qu'il y a une grande différence entre le désir d'éternité et l'immortalité. Le désir d'éternité, hein, c'est l'indice même de l'humain, hein, qui associe l'idée de se pérenniser à la vie de l'esprit. Hein. Le désir d'éternité, il se satisfait lorsqu'on tourne le dos au bios en nous, c'est-à-dire à ce qu'il y a d'animal, hein, et que on se dédie à quelque chose qui excède les seules affaires humaines. Hein. C'est pour ça que bon, le désir d'éternité, c'est Platon, c'est le christianisme. Hein,
quittons la caverne, abandonnons la cité des hommes, etc. Ah, si aujourd'hui, dans le contexte où les transhumanistes n'arrêtent pas de nous rabâcher les oreilles avec cette idée d'immortalité, j'engage ce discours peut-être un petit peu compliqué à résumer rapidement. Je fais œuvre de philosophe, hein, je pense. Hein, je m'adresse là à des sophistes, à leur manière, qui veulent me vendre de la science et de la technologie pour me rendre immortel. Hein. J'engage là un discours qui n'est éventuellement pas vain, hein, dans la mesure où il peut contribuer à une sagesse pour le temps présent. Et est-ce que je voudrais juste revenir sur la question de l'éthique, parce que vous évoquiez aussi une forme d'éthique sans morale. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement quand vous défendez cette idée-là d'éthique sans morale? Bah, l'éthique et la morale, c'est deux choses différentes. Hein. La morale, c'est l'acceptation du permis et de l'interdit. Hein. La morale, c'est nous installe dans l'opposition du bien et du mal. L'éthique, c'est pas cela. L'éthique, c'est la réponse à la question comment bien vivre. Hein. C'est cela, l'éthique. Hein. C'est essayer de déterminer à quelles conditions je peux bien vivre et je peux bien vivre avec les autres et dans l'univers qui est le mien. Hein. Et l'éthique n'a pas besoin du bien et du mal. Hein. Je dis souvent qu'il y a une éthique chez les mafieux, hein, autant que chez les moines bénédictins. Hein. L'éthique, on en parlait tout à l'heure, c'est la possibilité de réaliser une harmonie, hein, dans un groupe social. C'est pour ça que l'éthique, d'ailleurs, elle peut être circonscrite à un groupe social, alors que la morale a une prétention universelle. Hein. Donc on peut très bien, encore une fois, développer une éthique qui ne soit pas assujettie à des obligations axiologiques. Hein. Une éthique qui serait complètement basée sur des règles de comportement fonctionnelles. Hein. Bon. Euh, et donc, j'aime assez, il y a des penseurs orientaux comme Mencius, hein, qui ont beaucoup développé cette idée que être éthique, c'est se comporter comme il faut là où il faut. Hein. Et ça peut se faire quasiment spontanément, hein, sans avoir besoin de délibération. L'éthique peut être sans délibération. Hein. Euh, on est spontanément bien là où on est et comme il faut. Hein. Et on sait bien, on rencontre tous des gens dont on se dit que ce sont des justes, enfin des gens qui ont un sens inné du tact, qui savent exactement ce qu'il faut faire, hein, bon, qui sont dans l'harmonie et qui sont des exemples de cela. Hein, ce n'est pas des prêchis-prêchats qui arguent de règles ou de valeurs morales. Hein. Donc, cette éthique sans obligation, elle est, à mon avis, la définition même de la sagesse. Hein. Alors quand vous pensez à une définition de la bioéthique, comment vous l'incarneriez justement? Bah, il me semble que le concept d'éthique s'applique effectivement très très bien à la bioéthique, pour autant que la bioéthique, c'est la réponse à la question euh, comment bien vivre avec les sciences et les techniques que nous développons aujourd'hui. Hein. Comment, avec la maîtrise du vivant que nous avons acquise, comment bien vivre. Hein. Alors, bon, on peut le faire en s'imposant des obligations, et à ce moment-là, la bioéthique devient du juridique, hein, la plupart du temps, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, il faut bien le dire. Hein. À ce moment-là, la bioéthique, c'est l'antichambre de la normativité sociale. Hein. Mais il y a une autre conception de la bioéthique, hein, c'est la prise de conscience partagée, hein, des conditions dans lesquelles nous sommes amenés à vivre du fait de nos innovations technoscientifiques et
comment dire, la conviction que des comportements de sobriété technologique, des comportements de bon sens, hein, pourraient prévaloir pour nous permettre ce bien vivre. Mais la bioéthique il serait du côté de la modération, tandis que les sciences et la technique seraient naturellement du côté de la démesure ou de l'excès? Je pense que oui, on peut dire ça. C'est-à-dire les sciences et les techniques sont, sont sujettes à un auto-accroissement, hein, bon, qui peut être de l'ordre de la démesure, hein, mais en tout cas, cet auto-accroissement, il est constitutif des sciences et des techniques. La bioéthique, c'est la préoccupation pour la régulation et pour l'autorégulation. Et il est logique que dans le domaine de la bioéthique, on valorise les valeurs d'autonomie, hein, ce qui exclut par conséquent qu'on veuille s'installer sous les auspices hétéronomiques de lois qui nous viendraient d'en haut, hein. C'est pour ça que je crois que historiquement, d'ailleurs, les comités d'éthique ont rencontré ce problème, hein. Les premiers comités d'éthique, hein, c'était des comités qui rassemblaient des sages qui devaient émettre un certain nombre de messages en direction de la population et animer, orchestrer de la réflexion, de la délibération pour essayer de doter de plus en plus les individus de cette propension à réfléchir au monde qu'ils sont en train de faire, à l'humain que nous sommes en train de fabriquer. Bon, et ça a été les comités d'éthique, première manière. Et puis progressivement, le comité d'éthique est devenu l'agence de consultation des décideurs, hein, qui avait besoin d'avis, de recommandations pour pouvoir légiférer. Et là, on est tombé dans une morale de l'hétéronomie et de la normativité. De la normativité qui va quelquefois, à force de précaution, et ce terme-là est bien sujet à caution, vers de l'empêchement aussi scientifique. C'est au nom de la bioéthique qu'a été interdit le clonage, par exemple, du moins en France. C'est aussi au nom de la bioéthique qu'est interdit la recherche sur l'embryon, la recherche sur les cellules souches. Or, pour la recherche scientifique, ce sont des directions qui sont pourtant extrêmement importantes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, là, on tombe après, effectivement, dans des conflits d'intérêts. Le scientifique qui travaille sur le diabète, hein, il a besoin d'envisager, recourir à des cellules souches embryonnaires. Bon, et le bioéthicien qui doit réfléchir sur la dignité, la notion de dignité, bon, il ne peut que s'insurger contre l'instrumentalisation d'embryons qu'on pourrait faire, bon, etc. On est dans le conflit d'intérêts permanent, hein, et je peux comprendre que les scientifiques se soient insurgés contre le principe de précaution, hein, qu'ils ont interprété comme un principe de dissuasion, hein. C'est fatal, hein. Idéalement, hein, ce qui aurait pu avoir lieu, c'est que des comités d'éthique, hein, rallient à eux euh, les scientifiques eux-mêmes, hein, qui auraient pu procéder là à une espèce d'autorégulation sur eux-mêmes. Mais c'est extrêmement difficile, hein, et il n'y a pas de... Il n'y a pas de schéma préétabli, il n'y a pas de méthodologie, il n'y a pas d'ingénierie du débat, hein, qui permettrait de résoudre à tout coup les problèmes. C'est parce que nous sommes précisément dans l'éthique que nous sommes dans, ben, dans l'indécidable, hein, et on ne peut fonctionner au coup par coup. Bon, il est très bien qu'on ait réussi à produire des cellules totipotentes induites, hein, parce qu'on n'aura plus besoin de cellules souches embryonnaires. Donc on a évacué potentiellement le problème de l'instrumentalisation des embryons et on va permettre de donner satisfaction à la recherche qui serviront les thérapies du diabète. Bon, c'est très très bien, mais bon, on voit bien que là, on est dans une dynamique où on ne pourra jamais se reposer sur quoi que ce soit. On a interdit évidemment le clonage reproductif, on l'a lourdement pénalisé, bon, mais on sait très bien, on se prépare tous
à ce que il y ait du clonage reproductif et on aura à ce moment-là à réveiller du bon sens, du sens commun pour réguler la chose. Et alors pour terminer, j'aimerais bien que vous commentiez deux mots, deux idées et de concepts qu'on n'a pas, des mots qu'on n'a pas prononcés, mais qui sont au cœur de votre réflexion. Le premier, c'est le progrès, et le deuxième, c'est le hasard. Alors, progrès. Progrès, une idéologie. Une idéologie, mais au bon sens du terme. Un mythe porteur, donc au bon sens du terme. Quelque chose qui galvanise, mais quelque chose qui est démenti continuellement par l'histoire, évidemment. Hein. Bon. L'heure de gloire du progrès, c'est lorsque on a associé les sciences et la morale. Hein, lorsque on s'est imaginé que les progrès de la science devaient forcément coïncider avec les progrès de la morale. Hein, plus on connaîtra la nature, plus on sera obligé de mobiliser une communauté autour de, de vérité, donc autour d'une objectivité, et plus donc on pacifiera les relations entre les individus. Donc il était normal que Condorcet, en 1793, annonce que la science, la technique et la morale allaient marcher du même pas, hein, et que ce serait asymptotique. Voilà. Et toute la Troisième République, l'instruction de la Troisième République repose là-dessus. Hein, bon. Jusqu'à ce que, effectivement, on découvre que la science et la technique, ça peut servir à faire la guerre, et à ce moment-là, que ça n'équivaut pas au progrès moral. Et le progrès moral, ben, il est resté flottant tout seul. Hein, bon, et puis, ben, jusqu'à ce que on s'aperçoive aussi que les sciences et les techniques, elles ne délivrent pas des vérités toujours structurantes, hein, mais qu'elles peuvent aussi nous plonger dans des abîmes d'incertitude, hein, et par conséquent nous éloigner encore un peu plus de quelque certitude morale que ce soit. Hein. Donc c'est le hasard et la nécessité de Jacques Monod, la fin de l'ouvrage. Nous ne sommes que des tziganes dans un monde où nous découvrons que nous sommes nés par hasard et que nous ne savons pas où nous allons, nous sommes à la dérive, etc. Le progrès, maintenant, bon, résultat, une incantation qu'on essaie encore de rallier, hein, mais bon, une idée très très difficile. On a du mal à faire le deuil des illusions que nous avions générées autour de la science, de la technique et de la morale. Alors bon, est-ce qu'il faut tomber pour autant dans le cynisme? Je ne crois pas. Hein. Il faut s'attacher à identifier tous les gages de mieux-être que nous produisons. Hein. Dans le monde des technologies que je fréquente, il y a quantité de promesses, hein, et des promesses Oui, extraordinaires. toute amélioration, quand même pas Non, suspecte. mais enfin, on éprouve quand même assez bien que dans le domaine des techniques, toute technique est un pharmacone, comme dit Bernard Stiegler ou autre, hein, c'est-à-dire un poison et un remède. Hein. L'échographie qui favorise la procréation aujourd'hui est aussi le gage éventuellement du diagnostic préimplantatoire qui créera un eugénisme peut-être impitoyable. Hein, les ondes électromagnétiques qui permettent aux tétraplégiques de dominer son environnement un tant soit peu peuvent servir aux militaires qui produiront des catastrophes guerrières, bon, etc. Donc, Ce qui est en cause, c'est le possible et le souhaitable. c'est le possible et le souhaitable. Hein. Il ne faut pas jeter le possible au nom non, de... mais ce qui serait le plus dramatique, c'est que on n'ait plus l'envie de déterminer le souhaitable. C'est ça surtout. Hein.
Quand j'entends dire bah, c'est comme ça, on ne peut plus revenir en arrière, c'est comme ça, mais le monde s'organise sans nous. Euh, bon, quand on disqualifie le langage d'une manière générale, on dit non, faut être réactif, on n'a pas de temps à perdre avec la parole, etc. Bon, c'est à ça qu'il faut s'attacher, précisément pour que on puisse déterminer la distinction entre le possible et le souhaitable, entre l'être et le devoir-être, enfin, toutes ces grandes catégories qui ont servi à la philosophie et qui lui ont donné son attrait. Et vous Ouais. n'avez pas le sentiment que parallèlement, et peut-être d'une façon paradoxale, la définition même aussi du possible devient problématique, alors pas seulement dans l'univers des sciences et techniques, mais la définition d'horizon possible. Je crois que ce qui a beaucoup changé, c'est que on n'a plus, on a perdu le sens du possible parce que on a perdu le sens de la prospective à proprement parler. On est dans la dans la l'ambition de produire, de produire du neuf sans jamais réfléchir sur les finalités de ce neuf. Hein, c'est tout le discours sur l'innovation aujourd'hui. Innover, innover, innover. Hein, on n'a pas le temps de programmer les choses, on n'a plus, plus de ministère de la prospective, on n'a plus d'instance de programmation, ça n'existe plus. Hein. On est dans cette conviction néo-darwinienne qu'on ne pourra s'en sortir que en produisant, en multipliant des objets, des institutions, etc. Et en attendant, au fond, que le marché ou le milieu retienne ce qui est bon. Et c'est en quoi, effectivement, et c'est en lien aussi avec la question du hasard, hein, c'est en quoi on n'a plus le sens du possible. L'idée qui valait encore dans les années 1950, où on hiérarchisait les futuribles, comme disait Bertrand de Jouvenel, hein, où on raisonnait par scénario, etc. Cette idée-là, elle a disparu. Il y a une espèce de panique aujourd'hui qui explique que les politiques ne soient plus du tout des visionnaires, hein, qu'il n'ait plus aucun message à délivrer. Hein. On est dans une configuration où on se dit, au fond, faute de pouvoir orienter les choses, hein, on ne peut que s'attacher à mettre en place les conditions qui laisseront émerger ce qui méritera de survivre, puisque ça survivra. Hein. Et c'est ça, cette espèce de paradoxe, et cette espèce de folie qui est la nôtre. Hein. Et c'est pour ça qu'il n'est pas étonnant qu'un Ray Kurzweil, il parle de la singularité, en disant, on ne sait pas ce que c'est. Hein. On l'appellera le successeur, le point oméga, enfin on a des mots pour dire cela. On ne sait pas ce que ce sera. Mais on sait simplement qu'on ne veut plus ce qui a eu, ce qui a été. On ne veut plus de l'humain. Qui a fait la Shoah, qui a fait, etc. On ne veut plus de cet humain-là. Hein. Donc, on va jouer sur les conditions initiales des systèmes que nous produisons, en espérant que ces conditions initiales produiront, à un moment donné, l'émergence de quelque chose. Donc, il y a quelque chose de profondément métaphysique, voire de mystique, dans notre manière de nous comporter à l'égard du temps, qui est assez extraordinaire. Hein. C'est pour ça, bon, les philosophes, ils peuvent essayer de débrouiller un petit peu ça, un petit peu enfin de mettre le doigt là où ça fait mal et d'attirer l'attention sur cette espèce oui, de dessaisissement volontaire de l'initiative qui nous caractérise, hein, au profit de la mystique de l'avènement d'un quelque chose dont on se dit qu'il ne pourra pas être pire que ce que nous avons fait. Alors, et le hasard, est-ce que nous sommes plus sensibles au hasard? Nous ne le souhaitons plus, le hasard? Bah, je crois qu'on n'a jamais, à vrai dire, souhaité le hasard. On a toujours mis tout en place pour conjurer le hasard. Les sciences et les techniques sont nées de la volonté d'en finir avec le hasard. Hein. Et c'est ça le paradoxe. Hein. La modernité,
repose sur la volonté d'évacuer le hasard. Hein, elle culmine avec Laplace et sa fameuse proclamation si nous étions capables d'identifier la position et la vitesse de toutes les particules, nous saurions ce qu'a été le passé et ce que sera l'avenir, etc. Bon, ça a été ça la modernité, la volonté de conjurer le hasard. Bon. Cette volonté de conjurer le hasard, elle a conduit au pire désastre, écologique, militaire, les totalitarismes, etc. etc. C'est comme ça qu'on associe la chose. Donc la modernité, elle a buté contre le mur. Alors, est-ce que pour autant, on va cultiver le hasard? Non, on n'en est quand même pas là. Hein. Donc, aujourd'hui, on met tout en place pour éviter la naissance, éviter tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure. Donc, on est toujours dans une volonté de conjurer le hasard, mais en même temps, on se dit que si on veut relancer quelque chose, hein, qui soit alternatif au monde qu'on a commis, eh bien, il faut quand même solliciter des pressions sélectives nouvelles, il faut solliciter quelque chose comme un hasard, le hasard de l'évolution. Donc c'est ça le grand paradoxe. Hein. Donc, aller jusqu'au bout de l'entreprise d'élimination du hasard et attendre l'effet de rupture, hein, qui restituera quelque chose d'inédit qu'on ne peut pas prédire. Et je retrouve mon Georges Bataille, là. Hein. C'est le système du savoir absolu qui conjure complètement le hasard. Tout ce qui est réel est rationnel, tout ce qui est rationnel est réel. Mais quand on a réalisé le savoir absolu, on bascule dans le non-savoir absolu. Hein, et on est restitué à quelque chose qui réouvre indéfiniment.